Bienvenue à tous. Ce soir, nous allons parler du sujet de comment mesurer la valeur sociale créée. Il y a plein de méthodologies pour bien analyser et bien évaluer les valeurs financières d'organisation, la valeur sociale, comment on s'y prend. Et ce soir, pour nous emmener dans ce sujet, nous avons trois brillants intervenants, tous très très proches de l'opération Milliard, qui se présenteront, mais qui sont Leïla, Frédérica et Jules Anton. Et sur ce, deux choses du coup pragmatiques. Encore une fois, cette session est enregistrée. Si vous ne souhaitez pas que votre visage soit vu, coupez vos caméras. Nous gardons toutes les questions pour la fin, mais mettez-les bien dans le chat au fur et à mesure, comme ça on ne les oublie pas et on passera en revue toutes les questions à la fin. Et on démarre par d'abord une bonne heure d'intervention de nos trois intervenants, à qui je passe le micro à partir de maintenant. Bonne soirée. Merci Marie. Bonsoir à tous. Peut-être pour donner un peu de contexte, effectivement, comme le disait Marie, cela fait partie, cette masterclass fait partie des travaux du groupe de travail sur rendre compte de la valeur créée, qui a été constitué en avril de l'année dernière. L'objectif de ce groupe de travail, c'est de construire la méthodologie de mesure de valeur sociale qui sera appliquée aux différents fonds de l'opération Milliard. On vous a mis sur ces slides la composition du groupe de travail. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé et qui participent toujours d'ailleurs à ce groupe de travail et le conseil scientifique qui nous accompagne sur ces travaux. Je me présente rapidement. Moi, j'ai un parcours dans l'économie sociale et solidaire, plutôt sur des postes financiers et de levée de fonds. Je suis bénévole au sein de l'opération Milliard depuis 2 ans. J'ai participé à différents groupes de travail, notamment celui qui a donné lieu au Grand Recueil. Et aujourd'hui, je pilote le GT sur rendre compte de la valeur créée. Je vais être accompagné de deux autres membres du groupe de travail, donc Frédérica, qui a plutôt un parcours en philanthropie et mécénat, et notamment au sein de fondations sur l'accompagnement des démarches d'évaluation. Et Jules Antoine, qui est en stage au sein de l'opération Milliard, qui est le bras droit de notre directrice générale, du coup, qui a une bonne vision de tout ce qui se passe côté opérationnel et qui a notamment coordonné la production de cette masterclass. Et j'en profite aussi pour remercier Jacques, qui ne présente pas avec nous aujourd'hui, mais qui a contribué au contenu de cette masterclass. Je vous ai remis ici un extrait du manifeste de l'opération Milliard que je ne vais pas lire en entier, mais ça me permet de vous dire pourquoi on s'est intéressé à la création de valeur sociale. On a décidé que le cœur de notre action au sein de l'opération Milliard, c'est de soutenir des organisations qui portent une innovation sociale, démocratique et écologique au sein des territoires et qui sont aujourd'hui sous-financées parce que le monde financier repose principalement sur des questions de rendement financier. Et que nous, pour pouvoir soutenir ces actions qui sont indispensables au sein de nos territoires, on souhaite sortir de cette logique de rendement purement financier et se concentrer sur ce qu'elles apportent et du coup à la valeur qu'elles créent. On parle plus d'une opération milliard de création de valeur sociale que de mesure d'impact, parce qu'on se sent plus aligné avec ce terme. On trouve que mesure d'impact, c'est un terme qui reste assez réducteur et qui ne met pas assez l'accent sur les différentes parties prenantes qui sont impliquées et les transformations que cela peut induire. Et du coup, on vous affiche là la création de valeur sociale qui a fait l'objet d'une définition de notre conseil scientifique, qui définit donc la création de valeur sociale comme consistant à consolider les solidarités existantes et en tisser de nouvelles, protéger et... Alors, attendez, il y a un problème du son? On m'entend mal? Oui, la qualité de ton son est pas géniale, Leïla. Je sais pas si tu as un casque ou un micro pour avoir une meilleure prise de son, ou peut-être parler un tout petit peu moins vite et un peu plus fort pour qu'on puisse bien tout entendre, s'il te plaît. Mhm. Je pas de casque, je vais essayer de parler un peu moins vite. Euh, mais du coup, on m'entend un peu quand même, on est d'accord? On m'entend pas du tout. On t'entend, mais ça coupote. La qualité est pas géniale. Mais je pense que si tu parles un tout petit peu plus fort et en articulant bien, ça aidera à éviter les micro-coupures. Voilà. Vous me dites si ça va pas, j'essaierai de changer la connexion réseau. Du coup, effectivement, je disais que la définition de la création de valeur sociale a été faite par notre conseil scientifique, celle qu'on vous affiche là maintenant à l'écran.
donc, qui a défini la création de valeur sociale comme consistant à consolider les solidarités existantes, en tisser de nouvelles, protéger et élargir l'accès aux biens et services essentiels, préserver et renforcer les capacités des territoires pour favoriser le développement humain et la résilience aux chocs de toute nature. On va vous faire une présentation en trois parties. Je vais vous présenter en première partie pourquoi mesurer la valeur sociale. En seconde partie, Frédérica reviendra sur ce qu'on mesure et Jules complétera sur comment on le fait et il terminera sur la méthodologie qu'on a choisi de suivre pour l'opération médias. Alors, sur cette première partie, sur pourquoi mesurer. Ah, ok, je vais essayer. Sur cette première Peut-être partie, que tu peux couper ta caméra si ça peut aider que ton son. Jusque là, merci. est-ce que là c'est mieux? Ah oui? Ouais, Ouais. ok. Et on sait Du que tu es coup, là. oui, bon, désolé, j'ai des petits problèmes de réseau apparemment. Je vous propose de commencer par une première question sur comment évaluerez-vous votre niveau de connaissance sur la mesure d'impact. Vous pouvez répondre dans le chat en indiquant la lettre correspondant à votre choix. Donc A, c'est je découvre le sujet. B, je vois à quoi ça sert et j'en comprends les grandes idées sans la pratiquer. C, je la pratique déjà. D, je maîtrise bien le sujet et l'utilise pour piloter les décisions. Pour l'instant, il y a une majorité de B. C'est- Je laisse encore quelques secondes. Ok. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt du B, donc je vois à quoi ça sert et j'en comprends les grandes idées sans la pratiquer et un peu de je pratique déjà. Euh, on va vous afficher une deuxième question. Dans le contexte actuel de l'ESS, pourquoi mesure-t-on la valeur, pardon, pourquoi la mesure de la valeur sociale est-elle devenue une injonction forte? Là, pareil, vous pouvez répondre dans le chat. A, parce que les associations manquent encore de temps et de ressources pour rendre compte de leurs actions. B, parce que la raréfaction, vous avez compris, des financements et leur mise en concurrence renforcent les attentes de lisibilité. C, parce que les méthodes d'évaluation sont aujourd'hui simples, standardisées et peu coûteuses. Ok. On a une majorité de B pour l'instant. En A. On revient dessus tout de suite, mais effectivement, les bonnes réponses sont A et B. Et du coup, effectivement, on est sur un environnement qui pousse de plus en plus à la performance sociale. Les financements, qu'ils soient publics ou privés, se raréfient et passent de plus en plus par des appels à projets, ce qui renforce la concurrence entre les acteurs. Les structures doivent non seulement répondre à des besoins sociaux, mais aussi se démarquer dans des cadres de financement de plus en plus normés. On voit également que les financeurs formulent des exigences qui sont croissantes, notamment en matière d'innovation, de changement d'échelle ou de capacité à produire des effets systémiques. Et du coup, cela se traduit par une demande accrue de justification de résultats, souvent sous forme de données chiffrées. On a les actions qui doivent être mesurées, expliquées, documentées, et qui sont demandées dans des délais assez contraints. Par contre, il ne faut pas oublier que cette mesure, elle a un coût pour les structures, parce qu'elle mobilise du temps, des compétences spécifiques, des outils, autant de ressources qui ne sont plus directement consacrées au travail de terrain, donc au travail opérationnel, avec un risque d'éloignement du cœur de mission. On fait un petit focus sur les attentes des financeurs. Du coup, dans ce contexte de pression qui est assez important sur les financements, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les financeurs n'ont pas exactement les mêmes logiques, mais qu'ils partagent finalement un certain nombre de besoins communs. D'un côté, on a plutôt les financeurs publics, dont l'enjeu principal va être plutôt celui de la rationalisation des dépenses. Une question de rendre des comptes sur l'utilisation de l'argent public et de s'assurer que les politiques menées sont efficaces. Donc, de leur côté, la mesure sert plutôt à évaluer si les actions financées produisent réellement les effets attendus et à arbitrer entre différentes priorités. Et du côté financeurs privés, qui sont plutôt dans une logique de retour sur investissement, on n'est pas que sur un retour financier, mais aussi sur une recherche d'efficacité, d'impact visible, de résultats tangibles.
Et du coup, ils se concentrent plutôt sur une culture de performance et de productivité. Donc, on voit bien qu'il y a différentes postures entre ces types de financeurs, mais on constate que leurs attentes se rejoignent, notamment sur la recherche des indicateurs qui sont clairs et comparables, qui leur permettent de sécuriser leurs décisions de financement. Et ils ont également besoin d'une lecture lisible des résultats dans le temps pour comprendre les trajectoires, les progrès et les limites des actions qu'ils soutiennent. Euh, Après avoir vu les contraintes croissantes qui pèsent sur les organisations et les attentes des financeurs, on vous propose d'avoir un regard un peu plus large sur la mesure, car finalement, mesurer, c'est pas seulement une contrainte ou une obligation externe, ça peut aussi devenir un levier pour les organisations, parce que lorsqu'elle est bien pensée, la mesure permet d'abord de piloter la stratégie. Elle aide à clarifier les effets attendus d'un projet, mais aussi à identifier des effets inattendus qui peuvent être positifs ou négatifs et qui peuvent nourrir une démarche d'amélioration continue. Ça peut également constituer un outil d'aide à la décision en objectivant certaines réalités notamment. La mesure permet d'orienter les arbitrages, de prioriser les actions et d'allouer les ressources de manière plus éclairée, notamment dans des contextes de moyens qui peuvent être contraints. Mesurer, c'est aussi capitaliser sur ce qui fonctionne. Ça permet de formaliser les pratiques, de tirer des enseignements, de faciliter l'essaimage ou le changement d'échelle en s'appuyant sur des résultats, mais aussi le partage de pratiques en structure, parce que ça permet de voir ce qui a pu fonctionner pour d'autres. Et la mesure en visible, ce qui n'apparaît pas aussi dans les comptes financiers. Donc, on peut avoir le développement de capacités, la qualité des liens, les dynamiques de coopération, par exemple, ou des apprentissages collectifs. Elle peut également permettre de renforcer la gouvernance en offrant des repères partagés pour éclairer des décisions et faciliter le dialogue entre les équipes et les instances de pilotage. Donc en fait, en conclusion, l'enjeu, c'est pas vraiment de mesurer plus, mais de mesurer mieux, de construire une mesure qui soit utile, qui soit adaptée et soutenable, et qui soit au service du projet et de la robustesse des organisations. Et je passe la parole à Frédérica sur la partie que mesure-t-on? Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Leïla. Effectivement, maintenant que vous avez tous compris pourquoi, dans le contexte actuel, les organisations doivent et mesurent leur impact à la fois pour elles et pour leurs parties prenantes extérieures, je vais vous parler de ce qu'on doit mesurer et comment on peut le faire. Pour commencer, je vais vérifier si tous ceux qui ont répondu, qui pratiquaient déjà, le font effectivement par une petite question de mise en pratique. Donc, une organisation de l'ESS structure sa démarche d'évaluation, car elle souhaite s'assurer de pouvoir rendre compte de sa valeur créée pour l'ensemble de ses parties prenantes. Quelle est la première décision structurante à prendre avant toute construction d'indicateurs? Donc, je vous laisse répondre dans le chat comme tout à l'heure. Identifier les effets positifs les plus visibles et facilement quantifiables de son action. Définir ce qu'elle considère comme sa contribution centrale à la transformation de son territoire, ou recenser l'ensemble des attentes exprimées par les financeurs actuels. Alors, de mon côté, je vois pas mal de B et pas mal de prudents parce que j'ai pas l'impression que tout le monde répond, mais effectivement, c'est la réponse B et on va voir dans la suite de cette partie pourquoi. Je vais commencer par quelque chose qui est parfois un petit peu brut la première fois qu'on le voit. C'est la chaîne de valeur de l'impact. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour deux raisons. Déjà, elle nous permet de comprendre qu'est-ce qui est évaluable et qu'est-ce qui relève vraiment du travail de l'organisation. J'y reviens tout de suite. Mais ça permet aussi de donner une définition commune au mot impact au sens évaluatif du terme. On le sait tous, le terme impact, il a été transformé et utilisé de plein d'autres façons dans le contexte. Mais là, cette chaîne de valeur, elle permet de lui donner son sens évaluatif.
Ce que j'entends par là, c'est que dans la chaîne de valeur de l'impact, on retrouve à gauche deux éléments qui sont ce qui est vraiment mis en place par l'organisation pour créer de la valeur. C'est deux choses assez transparentes, donc les ressources, tout ce dont on a besoin en termes humains, financiers, matériels pour mettre en place ces actions. Et ensuite, donc logiquement, ces dites actions, les activités. Dans un cas pratique, par exemple, d'association qui ferait des formations, pour les ressources, on pourrait parler des formateurs, de leur salaire, des salles qu'on a besoin pour animer les formations. Et pour les activités, on pourrait parler du sourcing des bénéficiaires, de la création pédagogique et du déroulement effectif de ces formations. Le plus intéressant et pourquoi on est réunis aujourd'hui, c'est la partie de droite et les trois niveaux d'effets. Et donc, c'est ce qu'on peut évaluer. Il y a trois niveaux différents. D'abord, ce sont les réalisations et c'est donc les produits obtenus immédiatement suite aux actions menées. On pourrait donc parler là dans l'exemple du nombre de formations réalisées, du nombre de bénéficiaires touchés. C'est concrètement le produit et comme son nom l'indique très facilement, les réalisations. Là où ça devient plus, alors je n'ose pas dire complexe, mais subtil, c'est entre résultat et impact. Les résultats, c'est les effets immédiats des actions sur les bénéficiaires. Si on parle de personnes formées, seule chose qu'on peut dire, c'est que elles sont montées en compétences sur les thématiques qu'elles ont pu voir en formation. Et la distinction avec les impacts, c'est sur deux éléments. La première, c'est la durabilité. Un impact, c'est sur le long terme, alors que les résultats, comme c'est mentionné, c'est immédiat. Mais c'est aussi les impacts, les transformations, les changements qui sont imputables directement aux actions et qui vont changer durablement les vies et les effets des bénéficiaires. Euh, Par exemple, dans un exemple de formation, on pourrait dire que les bénéficiaires trouvent un emploi ou changent durablement de quotidien, de niveau social, et ce, en parvenant à attribuer ces effets spécifiquement à l'action qui a été menée par l'organisation. Euh, je vais vous donner un deuxième exemple pour bien différencier résultat d'impact à travers une petite question. Euh, Grâce à son évaluation, un fonds de dotation a identifié qu'une fois qu'il a financé les structures qu'il soutient, celles-ci lèvent plus facilement d'autres fonds privés comme publics, donc ce qu'on appelle l'effet de levier. Selon vous, de quel niveau de valeur s'agit-il? Une réalisation, c'est le produit obtenu par le fonds de dotation à travers ses actions. Un résultat, c'est un effet immédiat des actions sur les cibles, ou est-ce que c'est un impact? Alors, je vois beaucoup d'experts du sujet qui répondent la réponse C et c'est vrai que j'ai formulé la question de façon à ce que la subtilité réside dans le fait que on n'a pas pu imputer directement ces conséquences à l'action du fonds de dotation. Peut-être que par ailleurs, les structures qu'elles soutiennent sont extrêmement financées aussi par d'autres fondations, d'autres fonds de dotation ou également par le public et que ces autres organisations suscitent l'effet de levier. Donc, comme c'est pas imputable et que c'est immédiat, ça reste un résultat. Maintenant qu'on a vu cette chaîne de valeur et que on sait ce qu'on peut évaluer et, euh, et comment, et pardon, pas comment, mais ce qu'on peut évaluer, je vais revenir sur les étapes à remplir pour pouvoir choisir la méthodologie qui va nous permettre d'évaluer ses réalisations, ses résultats et ses impacts, et donc toute la valeur sociale créée. La première étape,
euh, de, c'est de pouvoir vraiment rattacher sa stratégie d'évaluation d'impact à son contexte et sa stratégie plus large. Généralement, une stratégie d'évaluation de valeur ou d'impact, elle peut se faire à deux moments, soit en amont du lancement de ces actions. C'est par exemple le cas de l'opération Milliard. Jules vous en parlera un peu plus tard, mais la stratégie est en cours de construction et elle se fait avant que soient lancées les actions pour pouvoir justement moduler les actions en fonction des impacts visés. Mais souvent et plus généralement, cette stratégie d'évaluation d'impact, elle se fait après, une fois que les actions ont été menées. Dans les deux cas, pour qu'elle soit la plus pertinente possible et la plus adaptée aux réalités de l'organisation, il faut vraiment, c'est, l'idéal, c'est donc de le relier à ses visions, missions, valeurs et tout autre outil stratégique. Ça peut aussi être l'occasion de mettre ceci à jour si ce n'est pas fait régulièrement. Et dans son contexte plus large, c'est aussi important d'identifier et de mobiliser ces parties prenantes. Généralement, c'est quelque chose qui se fait à travers un outil qui s'appelle la cartographie des parties prenantes. L'idée, c'est de pouvoir poser l'ensemble des acteurs individuels, organisationnels, avec qui on a des interactions. Comme l'a dit Leïla en introduction, l'évaluation de valeur, ça se fait sur les effets anticipés ou non. Parfois, on a des choses qu'on n'avait pas pensées et du coup, c'est toujours important de poser sur le papier toutes les personnes, donc organisations ou individuelles, sur qui on pourrait avoir des effets et ensuite de pouvoir les mobiliser dans un second temps, identifier qui est atteignable facilement ou non, puisque dans la partie effective de l'évaluation, ce seront des acteurs à mobiliser et potentiellement à interroger. Une fois qu'on a pu relier son évaluation à son contexte plus large, euh, il convient de revenir sur deux enjeux euh, spécifiques. Le premier, c'est l'enjeu d'évaluation. Donc, en fait, finalement, à quoi celle-ci va nous servir et pourquoi on l'a fait. C'est directement lié à ce que Leïla vous partageait dans sa partie de pourquoi c'est intéressant pour l'organisation. J'y reviens brièvement dessus, mais globalement, on différencie des objectifs d'amélioration. Donc, quand on veut voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour essaimer ou pour tout simplement proposer de meilleurs programmes. Il peut y avoir des enjeux de mobilisation de bénévoles, de salariés, de bénéficiaires pour pouvoir montrer quelles est les transformations qu'on porte pour pouvoir avoir plus d'engagement. Il y a le gros sujet auquel on pense tout de suite qui est rendre des comptes à ses financeurs, à ses partenaires, pouvoir dire ce pourquoi vous avez payé a bien été fait. Et le dernier enjeu de plaidoyer, donc de pouvoir montrer au gouvernement pourquoi sa méthodologie fonctionne et pourquoi elle devrait peut-être être appliquée à un niveau législatif. En fonction de ces enjeux, de ces parties prenantes et de sa stratégie plus globale, on peut porter sur les différentes méthodologies que Jules va vous présenter plus tard, euh, trois niveaux de considération pour savoir si c'est la bonne méthodologie ou non. La première, c'est l'utilité. Donc finalement, qu'est-ce qu'elle va servir à évaluer? Est-ce que c'est une méthode qui permet d'évaluer ses réalisations, ses résultats ou son impact? En fonction de l'enjeu d'évaluation qu'on a, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher une méthodologie qui va évaluer son impact. Généralement, ce sont des méthodologies qui peuvent être très coûteuses. Euh, Quand on va chercher vraiment à évaluer son impact, on peut aussi parler d'études avec des cabinets externes qui peuvent coûter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est voir l'utilité en fonction de l'enjeu d'évaluation, la faisabilité liée à ce que je viens d'énoncer en termes de ressources humaines, financières. Est-ce que
on a le temps, les compétences pour mettre en place la dite méthode en fonction de sa complexité et de son besoin en ressources, et la lisibilité. Parfois, ça apporte un niveau d'information qui est plus ou moins pertinent et compréhensible pour les cibles, sans reprendre par avance les exemples que Jules va vous partager. Si c'est une information, par exemple, qui parle d'effets financiers, mais que on veut parler à des bénévoles, c'est pas forcément l'information qui va plus leur parler. En globalisant les enjeux, enfin en prenant en considération les enjeux d'évaluation et la pertinence de la méthode pour y répondre, on a une grille d'évaluation et de choix assez complète. Pour autant, il reste une dernière petite étape avant de se lancer concrètement dans le choix de la méthodologie, et c'est le cadre d'évaluation. Tout n'est pas évaluable en fonction de l'utilité, la faisabilité ou la lisibilité des méthodes, de ses besoins. Et l'erreur qu'on peut faire quand on se lance pour la première fois, c'est de rentrer dans l'usine à gaz. Mais il vaut mieux choisir un périmètre d'évaluation entendable et pour ses besoins, pour ses enjeux et pour ce à quoi on veut répondre. C'est à cette étape-là qu'on définit donc une question d'évaluation qui, par exemple, dans l'exemple que je vous ai partagé plus haut, d'une association qui proposerait des formations, pourrait être les effets, quels sont les effets positifs de notre formation sur telle thématique auprès de telle cible, pour donc lancer une évaluation qui a un cadre et qui ne se perd pas dans un ensemble de contextes trop complexes. Je laisse donc Jules vous présenter les méthodologies qui peuvent exister et qui sont donc à choisir en fonction de tous ces critères que je vous ai partagés. Oui, du coup, en effet, comme a expliqué Frédérica, ce qu'on va regarder vraiment quand on va choisir une méthode ou même lancer une méthode, c'est la focale, ce qu'on veut rendre visible. Si on peut définir de manière très simple la mesure, ce serait de choisir ce qu'on simplifie pour représenter le réel. C'est soit choisir, nous, notre parti pris de ce qui compte pour nous. Donc, il y a vraiment un processus normatif derrière la mesure de valeur sociale qui va être de définir ce qui est de l'ordre de l'acceptable, du non acceptable, et surtout ce qu'on va choisir de montrer. Et c'est pour ça que lors de notre étude du panel de méthodes, parce qu'au moment de construire notre méthodologie à l'opération Milliard, on a fait une grande revue de littérature, de la recherche sur le monde de la mesure de valeur sociale, et on a pu scinder en trois grandes familles, si je puis dire, donc qui vont être la monétarisation, donc manière de rendre compte de la valeur sociale en utilisant des proxys et en indiquant une valeur monétaire à une action. Donc, on va moins s'intéresser à la transformation qui va être à l'œuvre et à l'action, mais plus au résultat de cette action qu'on va attribuer à une valeur monétaire. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, d'enrichir une forme de chaîne causale pour rendre compte d'une façon plus précise, mais du coup, ce qu'on va offrir, c'est vraiment un ordre de grandeur, une efficacité économique, des ratios d'investissement. Ça va être quelque chose de très pragmatique, orienté financeur, qui va pouvoir rendre compte de la valeur économique, enfin du coup de la valeur sociale d'un ordre économique. Le problème de cette méthode, c'est que du coup, elle va invisibiliser un grand nombre de choses, que ce soit les dynamiques territoriales, le lien social, les relations interpersonnelles. Je peux penser également une dépendance à des proxys fragiles et du coup peu structurels. C'est quelque chose qu'on va choisir avec une équation ou une formule, mais qui du coup ne va pas nécessairement permettre de rendre compte du contexte de la meilleure des précisions, mais qui va avoir une grande force d'un point de vue de gouvernance. Et parce que quand on est un fonds, on va avoir directement le retour sur investissement ou les coûts qui vont être évités. Donc, si je peux donner des exemples de méthodes, il y a le retour sur investissement social, les coûts évités, les coûts bénéfices, mais on va y invisibiliser un grand nombre de choses, comme par exemple les trajectoires, les interactions et une partie de la chaîne causale. Et c'est ce qui va nous amener à notre deuxième famille,
qui va être la famille causale trajectorielle, donc avec comme exemple la théorie du changement, qui, elle, va servir à rendre visible du coup une chaîne de valeurs formelle et formalisée, donc avec une identification des objectifs, des actions et à la fin des outputs et des outcomes qu'on pourrait appeler les résultats et les pratiques qui auront permis ces résultats. Voilà, on peut aussi se pencher sur une méthode, sur la famille qualitative et participative qui, elle, va interroger les bénéficiaires et les retours sur l'action. Donc avec des concertations, il va y avoir une formalisation de questionnaires, mais qui va être de l'ordre du qualitatif et du subjectif, parce que ça va être un retour sur ces actions. Donc je peux citer comme une mesure ou les récits d'impact. Donc il va s'interroger vraiment sur les transformations relationnelles. Ça va être comme les méthodes causales et trajectorielles, un processus dynamique, mais qui va s'interroger sur le sens de l'action, sur les effets émergents. Mais en revanche, d'un point de vue de comparabilité ou de logique d'investisseur, ça va être beaucoup plus dur parce qu'on ne va pas avoir de vision monétaire ni nécessairement réussir à identifier les pratiques qui ont permis ces ressentis. Donc, d'un point de vue de gouvernance, c'est un peu plus compliqué sans cette forme de hiérarchisation financière. Et du coup, bon, je me suis un petit peu coupé la parole à moi tout seul en expliquant trop, mais on va rentrer dans les détails de méthodes qui représentent ces familles, ce que j'ai un peu fait déjà. Et voilà, donc on va commencer avec la théorie du changement. Donc, la théorie du changement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vision causale et trajectorielle, donc qui va s'intéresser non pas nécessairement aux résultats qu'on va trouver en fin de chaîne de valeur, donc pas nécessairement l'impact carbone ou l'utilisation d'eau ou du nombre de bénéficiaires, mais vraiment sur les transformations, sur cette chaîne causale. Je martèle ce terme, Frédérica nous en parlait aussi, mais c'est ça qui est central dans la mesure de valeur sociale. Donc c'est ce qui nous permet de relier les moyens, les actions, les effets et les changements attendus. Donc ce processus qui est dynamique et multidimensionnel, il permet de faire interagir tous ces éléments-là ensemble. Sauf que du coup, il nécessite une formalisation très rigoureuse et qui demande du temps, où on va devoir, justement, pour arbitrer tous ces éléments-là, définir nos objectifs, définir nos actions, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure. Donc, il demande et un travail en amont et un travail ensuite qui va être assez conséquent. Mais il va nous permettre de voir, justement, d'avoir une forte comparabilité entre les projets, d'introduire une dimension temporelle entre le avant et le après, et on va pouvoir on va voir avec cette méthode ce qui est produit, ce qui change, comment le projet évolue, comment les effets de ce projet et les pratiques de ce projet s'auto-entretiennent et interagissent ensemble. Et il va avoir une grande force dans l'arbitrage parce qu'il permet d'éclairer le panel, bien sûr conditionné au travail qu'on a fait en amont, mais qui permet d'illustrer le plus les pratiques et la chaîne la plus large au sein de ce tentative de rendre compte de la valeur. Donc, pour arbitrer d'un point de vue financeur, ça va être fort, ça va rendre lisible une stratégie, parce qu'avec identification des objectifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou identification de nos actions, il va relier stratégie à impact. Donc, pour les financeurs, c'est très fort. Et en plus, il y a une compatibilité avec des projets complexes, territorialisés, parce que définition d'objectifs et d'actions, vu que c'est un travail qui vient de nous, de la structure ou du fond, il va être fait en contexte. Donc, il va permettre une élasticité et une souplesse assez fortes. En revanche, comme je l'ai expliqué, c'est que ça va avoir de la valeur uniquement si c'est particulièrement habité, particulièrement formalisé, s'il y a un travail d'identification de cette chaîne de valeur qui est fait de manière complète et du coup va demander une capacité d'itération et de pilotage qui est assez forte. C'est pas une méthode qui s'improvise ou qu'on peut calquer en s'inspirant de ce qui a été fait précédemment. Et du coup, on va pouvoir rentrer dans un autre pan qui va être le retour sur investissement social. Je vous épargne mon accent anglais et qui va nous permettre de traduire des effets sociaux en équivalent monétaire. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec la grande famille monétaire,
c'est vrai que j'ai insisté essentiellement sur les dynamiques du social return on investment, donc je vais me répéter un petit peu, mais si on était parti tout à l'heure sur les coûts évités ou sur le rapport bénéfice-coût, c'est juste une manière de rendre compte en effet monétaire de notre action avec un prisme particulier. Coût évité, c'est qu'on identifie ce qui ne nous a pas coûté. Et dans le retour sur investissement, je pense que je l'apprends à personne ici, ça va nous permettre de monétariser ce qui revient dans cette action. C'est qu'on va donner un ordre de grandeur ou un équivalent en euros ou en dollars à une action sociale. Donc, ce qui fait écho avec la partie de Frédérica, c'est qu'encore une fois, on choisit ce qu'on rend visible, on choisit comment on le rend visible. Et ici, ça va être essentiellement avec des ordres de grandeur ou des coûts qui vont nous être évités ou des bénéfices, mais qui va permettre du coup une comparaison macro assez forte entre projets et permettre un dialogue avec des financeurs de manière très lucide et précise, permettre un arbitrage à grande échelle et une justification après ce projet très lisible pour un fonds. En revanche, dépendance très très forte aux hypothèses, parce qu'il en vient de donner un équivalent monétaire à un impact social. Donc ça implique un choix et en même temps une rigueur méthodologique et mathématique assez complexe, une forme de coût. Comme on le sait, ça va aussi invisibiliser le subjectif, le relationnel et l'interactif, parce qu'on va vraiment réduire la complexité sociale et très peu opérant pour piloter une transformation territoriale, parce qu'il ne va pas mettre en avant les forces du territoire, il ne va pas être calqué sur ces dynamiques et ce qui fait que ce territoire fonctionne de telle ou de telle manière et va agir de telle ou de telle manière, il va simplement rendre compte de manière chiffrée et macro d'un impact. Et ce qui va me permettre de faire la transition avec notre dernière méthode, qui va être une vision participative et relationnelle, qui est l'indicateur de capacité relationnelle, donc qui relève du subjectif, qui va être formalisé sous forme de questionnaire, mais de questionnaire défini, et qui va être amené avec comme pour les autres méthodes, un travail en amont de définition ou de fixation d'objectifs qui ne va pas pouvoir être amovible. C'est quelque chose qui doit être fixé et qui va impliquer les parties prenantes. Donc, ces questionnaires, ce retour subjectif va permettre de rendre compte des transformations relationnelles entre bénéficiaires, entre membres de la gouvernance, des effets démocratiques, d'impacts non anticipés. Et il permet d'inclure justement dans la dynamique, avec une vision peut-être moins formelle, moins technocrate, d'une appropriation forte par toutes les personnes impliquées dans le projet, qui ne va pas être déconnectée comme certaines formes de méthodes de l'action réelle ou des personnes impliquées dans cette action, et du coup va permettre de révéler ce que des indicateurs standards vont ignorer et va être très utile pour une gouvernance interne. Mais en revanche, ça ne va pas permettre une grande comparabilité entre les projets ni une forte consolidation. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir avoir des indicateurs ou un retour commun entre différents projets parce que ça va être de l'ordre du subjectif et du dynamique. Je me suis un petit peu trop étendu sur cette partie, mais ça va me servir de très bonne introduction pour la méthodologie et l'étude de cas. Ah mince. Je vais passer très rapidement sur cette partie parce que sinon on ne va pas avoir le temps. C'est d'autres dispositifs ou d'autres méthodologies d'évaluation qui existent. Donc, on va avoir la méthode CARE avec l'introduction de seuils qui va être basée sur des capitaux qu'on va grignoter au sein de notre action. Donc, un seuil autour de la question de l'eau, autour de la question de l'alimentation, d'émissions de CO2, et qui va nous permettre de poser des limites. Donc, il ne va pas mesurer l'impact social de la même manière que les autres, mais qui va rendre compte de ce qu'on veut choisir comme visible, etc. On va avoir l'impact score qui va fonctionner sous la forme d'un score évolutif, donc avec un diagnostic d'entrée rapide, lecture rapide d'un portefeuille, parce qu'on va répondre à des questions qui vont être évaluées sous forme d'indices et obtenir un score. Mais on ne va pas rendre compte de la quelconque transformation ou des pratiques au sein de cette méthode.
Et on va avoir d'autres pratiques qui ne rentrent pas dans ces familles, comme les labels ou les évaluations de politique publique, qui permettent eux aussi de rendre compte de la mesure de valeur sociale, enfin de la valeur sociale, mais d'une autre manière. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de ces méthodes et je vais passer à l'étude de cas de l'opération Milliard. Oui, on va poser cette question d'abord. Donc, si un fonds souhaite, et toute ressemblance avec une organisation est fortuite, si un fonds souhaite accompagner des projets très hétérogènes, éviter d'exclure des petites structures et suivre une évolution dans le temps, quel principe méthodologique est le plus cohérent avec cet objectif? Je sais que ma partie précédente a été très dense dans cette présentation des méthodes, mais pour me permettre d'utiliser un peu et de mâcher tout ce qui a été dit avant, est-ce que vous pensez qu'il est plus intelligent de standardiser fortement ces indicateurs, de combiner un socle commun limité et des indicateurs évolutifs, ou à l'inverse, de se focaliser essentiellement sur les indicateurs qualitatifs? Je vois que la réponse B est majoritaire. Il y a pas mal de réponses C aussi. Mais c'est vrai que la réponse A, on peut l'enlever de manière assez évidente parce que dans le titre, il y a une dimension d'accompagner des projets très hétérogènes et d'éviter d'exclure des petites structures. Donc, si on veut être en phase avec différentes structures juridiques, différents rayons d'action, standardiser pour consolider et comparer ces projets, ça devient très compliqué, notamment pour les petites structures à qui on va imposer une méthodologie forte, si on veut être précis. Et pour ce qui va être de la réponse C, se concentrer uniquement sur des indicateurs qualitatifs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des enjeux de consolidation, c'est-à-dire de rendre commun tous ces indicateurs aux structures assez compliqués. Et dans le cas de projets hétérogènes, ainsi que pour suivre une évolution dans le temps, le fait que ce soit consolidé, de ne pas avoir le même socle, de ne pas avoir les mêmes références, va rendre cette comparaison et le suivi d'une évolution dans le temps pas excessivement pertinente. C'est pour ça qu'utiliser un socle commun limité, qui ne va pas exclure les petites structures, va permettre de comparer ces projets entre eux avec des indicateurs évolutifs adaptés, donc adaptés, rendre compte de ces différents projets hétérogènes et étant adaptés aux petites structures, imposer un poids de méthodologique et de recueil de données vachement moins fort. Et je vais enfin pouvoir arriver à l'étude de cas de l'opération Milliard, et qui a commencé du coup avec une étude d'un panel de 35 ou 37 méthodes. On a perdu le compte parce que ça fait beaucoup de méthodes, donc je vous en ai présenté pas mal tout à l'heure, et qui a voulu identifier les différentes pratiques, les limites principales de ces méthodes, afin de définir un cadrage stratégique particulier. Et donc, à l'issue de cette étude de méthode, le conseil scientifique de l'opération Milliard a défini la transition juste et la création de valeur. Donc, la transition juste est une transformation radicale et démocratique de notre société et de son économie, visant à satisfaire collectivement et dignement les besoins humains dans la préservation du vivant et le respect des limites planétaires. Je ne vais pas vous répéter la définition de création de valeur sociale qu'on a eue tout à l'heure, mais cette définition de transition juste, elle est très importante pour notre cadrage stratégique, justement, parce qu'elle est héritée du grand recueil et du manifeste de l'opération Milliard, qui ont eu pour but de rendre compte et des enjeux auxquels étaient confrontées les associations, que ce soit d'un point de vue de financement ou de compétition entre elles, de rendre compte de l'action de ces associations à l'échelle du territoire. Donc, on a questionné plus de 800 structures avec différents statuts juridiques dans le domaine de la transition juste et qui nous ont amenés à cette définition et à avoir une vision plus claire sur ces enjeux à l'échelle du territoire français. Et ce qui nous a amené, du coup, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir ces schémas, mais sont les résultats de notre grand recueil, donc qui a permis d'identifier les secteurs d'activité et les besoins
de ces associations à l'échelle du territoire et va préfigurer une division sectorielle entre secteurs d'activité, comme on peut voir, transition juste, création de valeur sociale, gouvernance participative et partage de la valeur créée, qui vont être les 3 grands pans de la transition juste et qui vont structurer, nous, notre méthodologie. Et donc, un de ces points de départ, après la définition du conseil scientifique, a été cette division sectorielle. Qu'est-ce qu'on voulait étudier? Qu'est-ce qu'on a voulu rendre visible? Et bien, du coup, c'était l'action dans ces 3 domaines. Donc, la transition écologique, la dignité humaine et sociale, ainsi que la gouvernance démocratique et partagée, qui nous a permis de séparer en 3 plans ce qu'on voulait étudier, et ce qui va m'amener sur la slide suivante, qui représente ici les enjeux de l'opération Milliard. Donc, on va avoir une diversité des acteurs de la transition juste, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, entre une foncière sociale, une recyclerie ou un centre social en milieu rural. On ne va pas avoir les mêmes enjeux, on ne va pas avoir le même rayon d'action, ni les mêmes types de financement. Donc, l'opération Milliard, pour ça, a voulu différents véhicules financiers. Et dans nos enjeux de mesure de valeur sociale, il y a besoin d'un suivi longitudinal dans le temps, rendre visible de la complexité et la diversité de tous ces projets, et notamment de leur aspect territorial, parce que ces actions, elles sont localisées, elles sont héritées de pratiques personnelles, d'héritages ancestraux, ou qui ont permis en tout cas d'identifier les besoins de bénéficiaires de manière locale, et enfin, du coup, de relier les moyens, les actions, les effets, et les changements attendus dans et les changements attendus les changements attendus. Donc pour permettre cette comparabilité entre les projets, on a choisi d'aboutir à une théorie du changement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui permet une grande souplesse et élasticité dans le sens où elle nous fait définir les moyens, les actions, les effets et les changements attendus, la division sectorielle que j'ai mentionnée précédemment, des dimensions de distance à l'objectif. Donc, il y a un besoin d'un suivi longitudinal et formel de pilotage dans la théorie du changement, parce qu'il y a définition de ces objectifs et de ces moyens. Et enfin, aboutir à des indicateurs et consolidés. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai posé la question de QCM, j'ai dit que toute ressemblance avec une organisation était fortuite. C'est que face à ces enjeux de projets et de structures hétérogènes, de besoins de comparaison et de volonté de ne pas exclure ces structures, on voulait un cadre restreint d'indicateurs consolidés, puis d'indicateurs personnalisés à la mesure de ce que pouvaient produire ces structures et ce qu'elles étudiaient. Et du coup, pour formaliser cette approche, on a monté un atelier de théorie du changement et qui s'est décliné sous 3 questions. Donc, quelle situation visons-nous à transformer avec le financement de la transition juste? Comment le financement porté par nos fonds va-t-il agir concrètement pour soutenir les acteurs de la transition juste? Et enfin, quels changements ces financements rendent-ils possibles pour les structures soutenues? Donc ici, cet atelier, ce qu'il a pour intention de faire, c'est vraiment identifier tous les éléments de cette chaîne causale. Donc que ce soit les actions, les moyens, les effets attendus et les diagnostics de départ, ces questions-là nous permettent de rendre compte de toute cette chaîne de valeur et qui va nous faire aboutir du coup sur les résultats de cet atelier. Voilà. Et donc ici, on a un petit tableau qui représente une forme d'ossature de ce que fait l'opération Milliard. Donc ici, cette slide rend compte de la deuxième question. Donc comment cherchons-nous à transformer et quelle situation cherchons-nous à transformer? Et nous fait aboutir sur une chaîne causale complète, donc avec un temps zéro d'une situation observée, d'un temps excessif consacré à la recherche de financement, de incapacité à se projeter dans le long terme, coopération découragée par les appels à projets concurrentiels, qui du coup va nous amener à un levier d'activité et d'action, donc avec
nos 3 fonds dédiés, une expertise en ingénierie financière ou de coopération, capacité de formation, d'acculturation et de plaidoyer, ce qu'on est plus ou moins en train de faire en ce moment, et enfin un ancrage territorial et de réseau OSS entre financeurs et citoyens, qui va nous amener vers un 3e maillon qui vont être les activités structurantes, donc financer autrement, former, acculturer, donc c'est exactement le tableau qu'on a en face de nous, et enfin nous amener vers des résultats directs, donc avec sur les actions, financement plus stable, plus long, moins conditionné à la rentabilité, de meilleure adéquation entre les besoins territoriaux et les critères d'allocation. Sur les acteurs, une montée en compétences des financeurs ou des organisations. Et sur l'écosystème, on peut avoir une diffusion de référentiels et de pratiques alternatives crédibles dans cette logique de transition juste. Parce que comme je le répète, la mesure de valeur sociale, il y a une dimension normative, c'est pour bousculer les normes. On choisit de rendre compte de ce qui est visible et acceptable, et donc en faisant ce choix-là, on bouscule la focale. Et du coup, on bouscule les pratiques. Et enfin, qui nous amène vers des changements intermédiaires et un impact systémique. Donc, impact systémique, ce sera dans un second temps, je ne vais pas en parler, mais si on parle de changements intermédiaires, stabilité économique accrue, renforcement des capacités des organisations de la transition juste, on peut penser à une transformation des dynamiques territoriales également, ou même une évolution des pratiques de financement. Et du coup, tous ces maillons de cette chaîne, cette identification de tous les processus allant du diagnostic à l'action vers le résultat, sont la formalisation de cette chaîne causale qui va nous amener vers nos indicateurs ensuite. Et du coup, dans la dernière étape de cette théorie du changement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on va vouloir scinder deux formes d'indicateurs, les indicateurs macro consolidés, qui vont être hérités de la division sectorielle que j'ai mentionnée tout à l'heure, sur ce triptyque, qui bien sûr, à terme, étant donné qu'ils sont consolidés, simples, comme je l'ai dit en introduction, une volonté de simplifier le réel pour savoir ce qu'on rend visible, c'est un impact global, simplifié, qui est commun aux 3 fonds et à l'ensemble des structures qui vont être financées, du coup, qui permet d'apprécier l'évolution, les transformations par rapport à nos critères de préinvestissement, mais qui vont permettre un suivi longitudinal, comparatif, permettre des décisions d'investissement et de financeurs, et en même temps, vu leur simplicité, de les croiser et d'auto-entretenir grâce à la formalisation de la chaîne causale précédente. Et aboutir par la suite sur des indicateurs spécifiques, donc entre 2 à 5 par structure, mais cette fois à co-définir et co-construire face aux enjeux que ces structures vont rencontrer. C'est-à-dire que ce que j'ai expliqué tout à l'heure de notre atelier théorie du changement, avec la formalisation complète de cette chaîne causale, du coup, allant des effets aux actions, je ne vais pas me répéter, mais ce travail devra être fait avec chacune des structures pour formuler ces indicateurs selon les besoins, les actions et les perspectives de transformation, parce que c'est un pilotage stratégique qui est formé autour d'objectifs. Et sur chacun de ces indicateurs, des pourcentages d'atteinte à la cible ou de distance à l'objectif sont définis et mesurés chaque année dans notre processus. Donc, il y a un petit exemple d'une foncière agricole en bas de la slide, mais on est passé à autre chose et va pouvoir me permettre de vous Non, je poser pense cette que c'est bien d'avoir l'exemple. Si on Alors, peut je suis revenir vraiment sur le désolée. slide. Bah, j'arrive pas à revenir sur la slide, ça Ah, bug. Donc, si tu l'as peut-être, vraiment, je suis désolée, vraiment. Ben, il y avait un chiffre que j'ai plus en tête, mais je sais pas. On va prendre du coup pas une foncière solidaire. Ah, bon, ok. Donc, dans le cas d'une foncière agricole, donc acquisition et préservation de terres agricoles pour les transmettre à des porteurs de projets engagés dans une agriculture durable afin de sécuriser l'accès à la terre, soutenir des pratiques agricoles responsables. On va co-construire du coup avec eux ces objectifs qui vont être de l'ordre de, comme je viens de les mentionner, de sécuriser l'accès à la terre. On va s'interroger à des moyens de transformer ces idées-là, donc qui ne sont pas visibles sur cette slide, donc qui vont être les pratiques que eux vont mettre en place pour transformer l'action qu'ils sont mettre en place et qui va nous faire aboutir sur des indicateurs comme la surface agricole préservée en hectares ou le nombre de porteurs de projets
soutenue. Et donc ici, il y a simplement l'indicateur, et c'est ça qui va me permettre de mieux expliquer la théorie du changement. C'est qu'ici, on aboutit sur un indicateur, mais le travail préalable dans l'atelier de théorie du changement, il a permis d'identifier et le diagnostic de départ, et l'action, et la transformation grâce aux résultats de ces indicateurs. Et au final, la chaîne causale en deviendra complète grâce au travail préalable et au pilotage d'identification. Et ce qui va m'amener sur une dernière question, qui est pourquoi peut-on dire que la mesure de valeur sociale est aussi un enjeu de pouvoir? Donc pas qu'un enjeu de décision, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais un enjeu de pouvoir. Parce qu'elle est produite par des experts extérieurs, parce qu'elle détermine ce qui compte comme preuve légitime de valeur, ou parce qu'elle influence les montants de financement alloués. Dans les faits, la réponse B et la réponse C sont justes, mais la manière dont j'ai posé la question, c'était de dire que ce n'était pas qu'un enjeu de décision, mais pour moi, c'était aussi un enjeu de pouvoir. Donc la bonne réponse, c'est la question B, parce que comme je l'ai dit en introduction, et moi, c'est ce qui m'a poussé personnellement vers le travail sur la mesure de valeur sociale, c'est cette dimension normative. C'est quand on choisit cette focale, on choisit ce qu'on veut regarder, on choisit ce qu'on veut transformer, et on choisit comment on veut en rendre compte. Et du coup, tous ces éléments de choix, ils influencent une manière d'en rendre compte. Et ça permet de changer les normes, parce que les gens regardent les choses qu'on a choisi de leur montrer, ou que eux ont choisi de regarder. Ils ont estimé ce qui était acceptable, ce qui était vertueux, et ils vont ajuster leurs pratiques en conséquence de ces actions et de cette manière de regarder. Et c'est en ça que la mesure de valeur sociale permet de déplacer la focale d'objectif non plus vers le rendement économique, mais vers la dimension de ce qu'on appelle la valeur sociale, donc un impact pour la planète qu'on aura jugé comme moralement acceptable et dans quelle mesure. Et sur ce, on a noté toutes les questions que vous avez posées au fur et à mesure dans le chat et on va y répondre. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je peux peut-être commencer sur la première question. Vous m'entendez? Ouais. Du coup, il y avait plutôt des remarques de Lorenzo sur si on connaissait l'approche de l'appel à commun. Il me semble que c'est pas une des méthodes qu'on a regardées, mais on va vérifier ça. Peut-être juste pour précision, la méthodologie d'opération militaire est encore en construction. Ce qu'on vous a présenté, c'est vraiment les différentes étapes qu'on a suivies. Mais en tout cas, la méthodologie va faire l'objet d'un livrable écrit qui sortira courant février. Il y aura notamment, on va le mettre en annexe, la liste de toutes les méthodes qu'on a analysées selon nos critères. Donc, à quoi servent ces différentes méthodes? Qu'est-ce qu'elles regardent plus précisément? Et on pourra du coup rajouter cette approche sur la partie appel à commun. Il y avait un autre commentaire de Lorenzo sur la société Quadrant Conseil. On ne la connaît pas forcément, mais on va aussi regarder. Il y avait un commentaire d'Armel sur l'Avis qui est une bonne source. Effectivement, ça fait partie des ressources qu'on a consultées. On est aussi membre du réseau qui est coordonné par l'Avis qui s'appelle Social Value France, qui regroupe une centaine de structures, dont les acteurs publics, des financeurs, des structures de l'ESS, et qui réfléchissent à certains sujets sur la partie évaluation sociale. Euh, je te laisse peut-être prendre les autres questions, Jules, qui sont plus sur ta partie. T'as ton micro qui est coupé. Oui, donc quid de la possibilité de combiner les différentes méthodologies d'évaluation pour consolider leurs apports et leurs forces respectives? C'est vrai que je n'ai pas assez insisté sur ce point, mais c'est notamment une des grandes forces de la théorie du changement.
Et c'est que dans cette définition d'objectifs, d'impact et d'action, on peut, à travers notre formalisation d'indicateurs ou au cours de notre travail méthodologique, actuellement donner un rendement économique ou associer à un impact une valeur économique. Rien ne nous empêche dans cette définition d'objectif d'inclure des retours de bénéficiaires. Donc, en effet, il y a plein de méthodes qui permettent de combiner ces différentes méthodologies-là. Mais là, on s'est heurté beaucoup lors de la construction de cette méthode. Et je ne l'ai pas mentionné pour ne pas faire trop long, mais il y a un grand pan de la construction méthodologique qui va être la robustesse. Donc, c'est de savoir si ces indicateurs ne vont pas être excluants vis-à-vis de certaines structures parce que leurs coûts ou les enjeux opérationnels pour répondre à ces données ou même les récolter, etc., vont être très complexes. Donc, dans les faits, combiner ces méthodes serait le meilleur moyen de rendre compte de toute cette valeur sociale, mais si on s'en tient, par exemple, dans notre cas, à un socle d'indicateurs consolidés et entre 2 à 5 indicateurs personnalisés, et non pas une centaine, c'est par enjeu de possibilités, de praticité et de vouloir rendre compte la méthode, enfin, rendre compte de cette valeur. Frédérica, tout à l'heure, a employé le terme usine à gaz. Et je trouve que ça représente tout à fait cette idée-là, c'est qu'avec trop d'indicateurs, au final, on ne peut ni les comparer, ni avoir une vraie lecture stable. Et en plus, pour beaucoup de structures, on ne peut même pas y répondre. Donc oui, on peut combiner les méthodes, mais c'est compliqué de le faire. Hum, je sais pas. Leïla, tu as identifié des questions. Ouais, Tu as vu qu'il y a toutes les réponses au quiz. Je- je peux te le dire si tu veux. Il y a une question sur une précision sur ce qu'est un proxy. Un proxy, c'est. Je ne suis pas expert en finance, donc peut-être qu'on va me reprendre sur ma définition, mais c'est un lien, c'est un choix que tu vas faire entre une donnée et une valeur que tu vas lui attribuer. Donc dans le cas de la méthodologie de retour sur investissement social, le proxy, c'est le lien et le biais par lequel on va passer pour attribuer cette valeur économique à une valeur, enfin un impact, un résultat. Il y avait aussi une question de Franck sur qui n'était pas sûr de comprendre la finalité de comparabilité entre les projets. Si tu voulais préciser ce point. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. La finalité de comparabilité entre les projets, c'est-à-dire Oui, l'intérêt de cette... Oui. excuse-moi, j'ai un coup. En fait, au moment où tu en as parlé, tu décrivais différentes typologies et tailles de projets. Mhm. Et puis, il y avait cet aspect normatif. Et en fait, j'ai du mal à comprendre dans la démarche pourquoi on cherche absolument à avoir quelque chose qui soit identique à tout type de projet, sachant que chaque type de projet, alors quand je parle de type de projet, c'est au sens sa taille, sa cible, etc. Et ça rejoint d'ailleurs un des points qui a été mentionné par Johanna vers la fin, c'est est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à moduler les méthodologies en fonction justement de la typologie des projets et de leur taille et de tout un tas de critères potentiels, quoi. Et quand tout à l'heure tu parlais de comparabilité en fait entre ces différents ce que j'appellerais des segments en fait, ces différents types de sujets donc en fait on fait une forme de segmentation et je suis pas sûr de comprendre la finalité de pouvoir comparer, par exemple, d'avoir des mêmes indicateurs pour toutes les typologies de projets. Si j'ai bien compris ce que tu voulais mettre en avant. Eh bien, c'est un choix de l'opération milliard et justement, il est hérité du constat du grand recueil de ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'ensemble des structures, donc que ce soit des lieux référents de l'opération milliard ou même des associations qui seront financées par l'opération milliard
par nos 3 véhicules d'investissement, de financement plus tard, ils vont être d'ordre très, très, très différent. Et pour, à l'échelle de l'opération milliard et du fonds, en rendre compte, nous, ce sur quoi on veut agir, c'est la transition juste. Donc les 3 pans de la transition juste, que ce soit la gouvernance, la dignité humaine et sociale ou la transition écologique, on cherche à agir sur ces 3 plans et à apporter des financements et des décisions de pilotage, d'accompagnement et d'investissement sur ces projets-là. Donc avoir ce socle commun et cette comparabilité, elle permet pour nous et pour l'opération milliard d'avoir un score autour de la transition juste. Et là, on va vouloir pousser le trait, avoir plus de finesse et plus rendre hommage à l'impact du projet. C'est grâce à nos indicateurs spécialisés. Mais avoir ce socle consolidé, il justifie ces décisions d'investissement et d'adapter le suivi. Et la méthodologie n'est pas finie, donc on ne peut pas vous présenter nos indicateurs, mais en fait, en voyant les indicateurs, que ce soit, je ne sais pas, dans le domaine de la transition écologique, on va chercher à étudier les émissions de CO2. Et certes, les émissions de CO2 ne vont pas toujours être aussi importantes ou aussi représentatives en fonction du projet, mais nous, on a besoin de savoir pour chaque projet comment il s'inscrit dans cette logique-là. Même si son cœur d'action n'est pas nécessairement la transition écologique, mais va être plus la dignité humaine et sociale, on a besoin de connaître son impact écologique parce que ça est un critère d'investissement et que la transition juste fait entrer cette dimension à l'intérieur. C'est pas, et en fait, ces 3 divisions sectorielles nous ont permis à créer nos indicateurs, mais ça ne va pas les opposer entre eux. Au final, cette division, elle crée un tout. Sacrée phrase, cette division, elle crée un tout. Bon, merci pour ta réponse. Bon, enfin, je pense qu'on aura l'occasion, sans doute, quand ce sera publié, de revenir sur ces sujets-là. La crainte que j'avais, c'est que à vouloir, enfin, bon, c'est peut-être pas la bonne façon de le formuler. Ce que j'allais dire, faire rentrer des ronds dans des carrés dans certains contextes, c'est-à-dire appliquer des critères qui naturellement ont moins de sens pour certaines typologies de projets. Ça me semblait, ça me semble, ça me donnait l'impression qu'on risquait de trop vouloir tout se faire ressembler, mais en même temps, je comprends cette idée de radar avec le fait qu'il y ait des dimensions qui soient plus ou moins adressées en fonction des typologies, etc. Donc, j'arrête de t'embêter à ce stade. Et enfin, je peux peut-être préciser, mais effectivement, en fait, si on va dire qu'il y a un projet qui répondrait pas à certains critères sur une dimension précise, ça peut être aussi enfin, comment dire? Ça peut être une progression aussi pendant la durée du financement. En fait, on n'est pas bloqué sur le début en se disant, enfin, vous répondez pas à tous les critères, du coup, le projet n'est pas sélectionné. Donc en fait, dans notre approche, enfin aujourd'hui, comme je l'ai présenté, nous on a une définition de la transition juste, on a une définition de la création de valeur sociale, donc on a un manifeste. Donc on fait en sorte que nos financements correspondent à ce que défend l'opération milliard. Donc c'est normal qu'on ait des critères de financement et des indicateurs de suivi qui correspondent à ça. Mais effectivement, on entend que toutes les structures ne répondent pas à tous les critères, enfin, et je pense que des fois c'est même impossible. Mais en tout cas, on essaie aussi de faire évoluer. C'est pour ça aussi qu'on a mis cette partie indicateur plutôt personnalisé pour pouvoir rendre compte vraiment, tu vois, comment dire, des spécificités, d'aller d'un niveau vraiment plus fin sur l'activité des différents projets. Alors, il y avait une remarque d'Armel sur l'exemple de la foncière agricole, sur les indicateurs qui étaient mentionnés sur la slide, étaient plutôt des indicateurs de réalisation et de résultats plutôt que d'impact social. Oui, bon, j'entends. C'était plutôt un exemple simplifié sur des premiers indicateurs, pouvait mettre en place une structure pour donner une idée. Mais effectivement, quand on est sur la partie impact social, on a des indicateurs qui peuvent être un peu plus développés que ça. Il y avait une autre question d'Armel sur est-ce que vous impliquez les parties prenantes et plus exactement les usagers et citoyens dans le choix des indicateurs? Alors, au niveau de nos indicateurs consolidés, pas forcément. En tout cas, on a questionné des structures. On est parti, comme le disait Jules, du grand recueil. Donc, on avait notamment les retours de pas mal de structures.
Mais par contre, sur la partie indicateur personnalisé et même sur la partie méthodologie qu'a présenté Frédérica, il y a effectivement le fait, qu'en tout cas pour construire des indicateurs, c'est effectivement intéressant de cartographier avec ces parties prenantes. Et du coup, sur des structures, par exemple une association qui est en contact direct avec le public, c'est une bonne pratique effectivement d'aller, enfin, d'essayer de co-construire avec ses bénéficiaires notamment. Merci. Euh, je vous en prie. Et je crois qu'on a répondu à tout. On a oublié une question. Oui, il y avait une question de Nicolas, non, pardon, de Johanna. Si on s'adresse à des cibles différentes, grand public, investisseurs et financiers, n'aurait-on pas intérêt à moduler les méthodologies en fonction de ces cibles? En fait, vous y avez répondu en partie. En fait, je pense que Ah oui. quand Franck a posé la question, vous avez répondu en fait qu'effectivement il y avait ce socle commun, si j'ai bien compris, Mhm. et que la logique c'était quand même d'apporter ce socle commun de compréhension des objectifs de l'opération milliard et ensuite effectivement à adapter en fonction des projets. C'est ça? Enfin, dites-moi, j'ai reformulé, mais Bah oui, parce que la transition juste, elle se décline entre plusieurs plans et du coup, oui, nous, notre théorie du changement permet d'intégrer tous ces plans en même temps, certes de les questionner de manière séparée, mais d'en rendre compte ensemble ensuite. Et là, je parle des indicateurs consolidés. Et c'est un choix, ça part d'un objectif et d'une définition qui, nous, a été la transition juste. Mais il y a d'autres fonds et d'autres associations qui vont uniquement s'intéresser à la transition écologique, au bien manger. euh, je pensais, en fait, en posant ma question, je pensais plus à la différence entre fonds de dotation citoyen et, en fait, entre les différents véhicules de l'opération Midar. C'était un peu ça derrière ma question, parce qu'il y a différents véhicules qui sont prévus. mhm. Donc, en fait, je me disais, les indicateurs qui sont définis pour un fonds de dotation citoyen, c'est pas les mêmes que pour celui qui s'adresse à des investisseurs institutionnels. Je peux répondre, si tu veux, Jules. Enfin, c'était un peu Alors, ça la question que j'avais derrière, en fait. ouais, et je comprends la question. Tu vois ce que, Sur la enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est juste que je me suis dit, là, l'approche que vous avez eue, est-ce que c'était sur un véhicule particulier qui était plutôt le fonds de dotation, le futur fonds de dotation citoyen, donc plutôt grand public, ou si c'était sur l'ensemble des... Effectivement, on aurait dû le préciser, c'est la méthodologie qu'on souhaite appliquer aux trois fonds, notamment sur les indicateurs consolidés. En fait, enfin, bon, là, on les a pas diffusés parce elles sont encore en validation et en discussion avec le conseil scientifique et notre CA. Mais en fait, comment dire, les questions sont quand même assez larges pour correspondre à ces trois différents fonds. En tout cas, on a fait des tests sur différentes structures et du coup, elles arrivent à y répondre. Donc, des structures qui seraient soutenues par enfin, nos trois types de fonds. Donc, sur les indicateurs consolidés, la question ne se pose pas vraiment. Et sur les indicateurs personnalisés, là, je te rejoins. Effectivement, si on va être sur, j'en sais rien, un financement sur le fonds de dotation qui peut être un peu plus court qu'un financement en apport en capital, par exemple, il y aura effectivement dans comment dire, dans la co-construction, il faudra effectivement qu'on en tienne compte et ce sera des indicateurs qu'on adaptera par rapport à ce que la structure peut produire dans le temps du financement et sur le choix de la méthode par rapport aux indicateurs personnalisés, en fait, ce sera aussi, comment dire, euh, enfin, ça pourrait être aussi proposé par la structure. Par exemple, si aujourd'hui, j'en sais rien, il y a une structure qui utilise une méthode de monétarisation, donc le SROI, on va Ouais, pas lui dire de réinventer sa méthode pour ça. correspondre à nos critères. Donc c'est ça, enfin cette idée de co-construction et enfin bref, et de pouvoir partir des indicateurs qui ont déjà pu créer une structure si c'est le cas. Je sais pas si c'est très clair. Ouais, donc, en gros, on attend avec impatience la suite, la validation de la méthode pour avoir concrètement, pour je trouve que ça sera plus parlant en fait quand on aura
des exemples un peu concrets. Enfin, c'est peut-être que mon point de vue, mais Et, euh, et pour faire la transition avec cette dernière remarque, le livrable sur la méthodologie de mesure de valeur sociale de l'opération Milliard va être publié dans les prochaines semaines. Donc il y aura une explication un peu plus claire et poussée sur toute notre méthodologie et même l'étude des différentes méthodes. Oui, et la liste des dimensions et des indicateurs notamment consolidés. Mm. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. Oui, je pense qu'on a tout. Ouais. Et ben, on peut peut-être s'arrêter là. Ah, très bien, on rend 9 minutes à tout le monde. Merci Merci. beaucoup à tout le monde de Merci à votre écoute. tous. Merci à nos Merci beaucoup. intervenants. Très bonne soirée. merci Bonne beaucoup. soirée.